le 1er mai en manifestant. Selon qu'on soit en Italie, en France ou en Russie, les cortèges réclament la paix, la justice sociale ou affichent leur soutien à Vladimir Poutine. Ce 1er mai pourrait se terminer par un accord des partis de gauche en vue des élections législatives. Ils espèrent s'entendre dans les prochaines heures. Volodymyr Zelensky a de nouveau imploré la communauté internationale d'imposer un embargo total sur le pétrole russe. Nancy Pelosi a rencontré Volodymyr Zelensky ce dimanche à Kiev, une visite surprise afin de réaffirmer le soutien des États-Unis à l'Ukraine. En Italie, le rendez-vous pour la manifestation nationale du 1er mai était cette année à Assise. Le secrétaire général de la Confédération générale italienne du travail, Maurizio Landini, s'est exprimé en début de cortège et à ses yeux, aujourd'hui, le principal message est qu'il faut arrêter la guerre en Ukraine, cette guerre absurde voulue par Poutine, a-t-il dit. En France, le défilé de Marseille a donné le départ des manifestations du 1er mai. L'intersyndicale CGT, UNSA, FSU, Solidaire place les questions des salaires, de la protection sociale et de l'écologie au centre des revendications. En Russie, les partisans de Vladimir Poutine et de ce qu'ils appellent l'opération spéciale en Ukraine ont achevé leur périple à travers le pays. Et en ce 1er mai, ils ont déposé à Moscou des fleurs au monument qui commémore la victoire de la Deuxième Guerre mondiale, que les Russes appellent la Grande Guerre patriotique. C'est un 1er mai dans un contexte très politique. Alors que plusieurs dizaines de milliers de personnes ont défilé partout en France pour cette manifestation traditionnelle, les partis politiques de gauche négocient toujours en vue d'un accord pour les élections législatives. Malgré les difficultés, ils espèrent s'accorder dans les heures qui viennent, selon Jean-Luc Mélenchon. Présent à la manifestation parisienne, l'ancien candidat a déclaré que les insoumis, les écologistes, les socialistes et les communistes sont à quelques millimètres de tous s'entendre. Voici que s'avance devant nous une élection qui peut nous permettre... De son côté, le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, également présent dans le cortège, a indiqué qu'il continuait à discuter du fond de la stratégie, tout en ajoutant qu'aucune divergence n'était indépassable. Mais en interne, le Parti socialiste est fracturé. Certains membres s'opposent à une union sous la direction de Jean-Luc Mélenchon en raison de plusieurs points de rupture, comme l'Europe, la retraite à 60 ans ou encore le nucléaire. L'objectif de ces négociations, réussir donc à trouver un consensus. Mais quand l'annoncer, peut-être attendent-ils la date symbolique du 3 mai, jour de la victoire du Front populaire aux élections législatives de 1936. Un embargo total sur le pétrole russe. C'est ce que Volodymyr Zelensky a de nouveau demandé à la communauté internationale. L'Union européenne devrait annoncer de nouvelles sanctions la semaine prochaine contre tout l'écosystème pétrolier russe. Un embargo qui deviendrait alors la plus importante des sanctions prises jusqu'à présent contre la Russie. Nous attendons dans un avenir proche une décision sur les restrictions pétrolières contre la Russie. Nous insistons sur le fait qu'une bonne partie de ces sanctions permettrait d'éviter toute tentative de la Russie de contourner ces restrictions en vendant des mélanges pétroliers. Si une entreprise ou un État aide la Russie à vendre du pétrole, il doit également faire face à des sanctions. En attendant ce possible embargo, les autorités russes laissent entendre que de nouvelles sanctions pourraient être prises contre l'Occident. Sur son compte Telegram, le président de la Douma a proposé de confisquer les actifs commerciaux des États hostiles dans le pays. Selon lui, il est juste de répondre aux sanctions par des mesures miroirs. Il fait référence à la proposition des États-Unis de liquider les avoirs saisis auprès d'oligarques russes et de les transférer à l'Ukraine. Nouveau signe de soutien des États-Unis envers l'Ukraine. Nancy Pelosi a rencontré Volodymyr Zelensky lors d'une visite surprise à Kiev ce dimanche. Une façon pour la présidente de la Chambre des représentants de réaffirmer l'engagement de Washington aux côtés de Kiev, ainsi que d'aborder plusieurs sujets comme la sécurité, l'aide humanitaire et économique, mais aussi la reconstruction, une fois la victoire obtenue. Le président ukrainien en a profité pour remercier les États-Unis de contribuer à protéger la souveraineté et l'intégrité territoriale de son pays. Nous vous rendons visite afin de vous remercier pour
pour votre combat pour la liberté. Nous sommes proches de la liberté et votre combat concerne tout le monde. Notre engagement est d'être là pour vous jusqu'à ce que ce combat soit terminé. Cette visite intervient une semaine après le déplacement en Ukraine de 2 hauts responsables américains, lors duquel ils avaient annoncé une aide supplémentaire de plus de 700 millions de dollars. Pour la première fois, un groupe de civils de l'usine Azovstal à Mariupol a pu être évacué dans la nuit de samedi à ce dimanche. Une vingtaine de civils a pu sortir des souterrains de cet immense complexe industriel le temps d'un cessez-le-feu. Le commandant adjoint du régiment Azov dit espérer que ces personnes ont bien été emmenées en territoire ukrainien. Nous avons attendu l'arrivée de la colonne d'évacuation depuis 6 h du matin. Elle n'est arrivée qu'à 18 h 25. À 19 h 40, nous avons transféré 20 civils sauvés des décombres vers l'endroit convenu. Il s'agit de femmes et d'enfants. Nous espérons que ces personnes iront dans la direction convenue, à savoir vers la ville de Zaporizhia, en territoire contrôlé par l'Ukraine. Ce samedi, les proches des combattants ukrainiens retranchés à Azovstal se sont rassemblés à Kiev pour demander leur évacuation. Nous ne vivons pas, nous survivons. Nous ne pouvons pas dormir, nous ne pouvons même pas manger un morceau de pain parce que nos maris sont affamés. Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de médicaments et ce n'est pas nouveau de dire que leurs munitions s'épuisent. Le bataillon Azov a tenu à publier ces images montrant un bâtiment résidentiel attaqué par des chars à Mariupol. Selon le bataillon, cette vidéo expliquerait pourquoi les civils ont peur de quitter les sous-sols et qu'ils ne croient pas que les Russes leur permettront de s'échapper. Pour la première fois depuis 2 ans, les Italiens peuvent aller déguster un expresso dans un café sans être obligés de porter un masque. Le gouvernement italien a allégé ce dimanche une partie des restrictions sanitaires. Le masque n'est plus obligatoire dans les supermarchés, les bars, les restaurants, les magasins et dans la plupart des lieux de travail. Une mesure longtemps attendue par les Italiens. C'était nécessaire. Nous avons attendu plus de 2 ans et ça veut peut-être dire que nous sortons de cette situation. Le gouvernement a également supprimé l'obligation de présenter un Green Pass prouvant une vaccination, une guérison récente du Covid-19 ou un test négatif pour entrer dans la plupart des lieux ouverts au public. Toutefois, le masque reste obligatoire jusqu'au 15 juin au moins dans plusieurs endroits, les transports en commun, les cinémas, les salles de concert et de sport et les hôpitaux. Il reste également imposé à l'école jusqu'aux vacances d'été. Malgré l'assouplissement des restrictions ce dimanche, l'Italie conserve donc des mesures sanitaires parmi les plus strictes d'Europe, alors que de nombreux pays ont supprimé totalement ou partiellement le port du masque depuis plusieurs mois. La Serbie expose ses équipements militaires sur l'aéroport de Batajnica près de Belgrade. Les Serbes ont notamment tenu à présenter pour la première fois au public le système antiaérien chinois dénommé FK3. Le président serbe a tenu à préciser qu'il s'agissait là de matériel de dissuasion. Les forces de sécurité irakiennes ont annoncé ce samedi avoir démantelé 2 réseaux de trafiquants de drogue et saisi plus de 6 millions de comprimés de Captagon, un stimulant de type amphétamine. Pays frontalier avec la Syrie et l'Arabie Saoudite, l'Irak est devenu une étape importante sur la route du trafic de Captagon, une drogue presque exclusivement fabriquée et consommée au Moyen-Orient. L'Inde continue d'être écrasée par une vague de chaleur qui a débuté il y a 2 mois. Les températures ont dépassé les 43 degrés ce vendredi à New Delhi. Une situation qui atteste une nouvelle fois de l'urgence climatique à laquelle l'Inde, mais plus largement le monde, sont confrontés. Il fait tellement chaud que les légumes pourrissent. Nous n'avons pas assez d'eau ici. Même lorsque nous arrosons les légumes, ils pourrissent. J'ai un ventilateur à la maison mais pas d'électricité. Le courant est sans cesse coupé. Après 2 jours, il revient. Je n'ai pas non plus d'eau potable à la maison et l'eau est sale et nous rend malades. La chaleur affecte la saison des récoltes qui a commencé inhabituellement tôt cette année. À cause de la vague de chaleur, nos cultures ont souffert.
Avec l'augmentation soudaine de la température, la nappe phréatique a baissé. La grosse chaleur a décimé de moitié le rendement de nos cultures. L'Inde a enregistré son mois de mars le plus chaud depuis 122 ans. Selon les scientifiques, le changement climatique provoque des canicules plus fréquentes, mais aussi plus sévères.